Eh bien, bonjour à tous pour ce second webinaire sur les clés pour maîtriser la chaîne du froid des vaccins contre la Covid-19. Les spectateurs commencent à rejoindre tout doucement la salle. Juste quelques informations avant de démarrer formellement ce webinaire. D'abord, le rappel du programme que vous voyez affiché à l'écran et que vous avez probablement vu dans les invitations avec des interventions très variées. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Concernant les interactions, sachez qu'il ne vous est pas possible de prendre la parole pendant ce webinaire, mais qu'il vous est possible de poser des questions dans l'icône converser qui apparaît donc sur votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. Nous répondrons à toutes les questions posées en fin de présentation et je serai là pour proposer aux différents intervenants de prendre la parole et apporter une réponse. Si nous manquons de temps, ce qui est possible, dans ce cas, nous ferons une FAQ avec le rappel des questions et les réponses apportées par la commission. Sans attendre, je vais accueillir donc Gérald Cavalier qui va nous donner, qui va nous faire un petit mot d'accueil, comme il se doit. Gérald, si tu veux Merci, activer ton micro. merci Eric, merci pour cette introduction. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre ce deuxième séminaire sur la chaîne du froid des vaccins de la Covid, avec les choses qui ont beaucoup avancé depuis. C'est avec grand plaisir que je vois une assistance nombreuse à nouveau pour cette deuxième édition, avec un programme riche et dense et des intervenants de grande qualité que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et je ne vais pas mobiliser plus longtemps l'attention, si ce n'est pour remercier, outre les intervenants, tous ceux qui, au sein du groupe de travail chaîne du froid des vaccins de la Covid-19, apportent leurs compétences, leur énergie, leur temps, toutes les semaines à l'AFF pour donner, disséminer l'expertise en la matière au plus grand nombre et à tous les acteurs qui sont impliqués dans cette chaîne du froid, qui sont nombreux et qui, pour certains, la découvrent. Et donc, il est important, particulièrement en cette phase de vaccination massive, de pouvoir donner à tous ces gens-là les informations dont ils ont besoin et les éléments nécessaires à l'assurance de cette chaîne du froid depuis le laboratoire jusqu'à l'injection aux patients. Donc, merci à tous d'être là et je propose, Eric, que nous passions tout de suite au programme de cet après-midi de ce webinaire avec les premières interventions. Merci Gérald. Donc, je vais tout de suite laisser la parole donc à Arnaud Walter, qui va nous dire quelques mots sur les évolutions de la logique vaccinale avec les nouveaux vaccins contre la Covid-19. Walter, c'est à toi. Je ne sais pas si… Si, c'est bon. C'est bon, parfait. J'ai ouvert le micro. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ingénieur-chef de l'armement Walter Arnaud de la Task Force Vaccination contre la Covid-19. Et je vais vous faire un petit point donc, sur l'évolution de la logistique vaccinale, notamment avec l'arrivée des nouveaux vaccins, mais aussi avec entre guillemets, l'adaptation du ministère à la situation actuelle. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Comme on est dans le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, j'ai mis une de ces citations parce que pour ceux et celles qui l'ignorent, et je pense que beaucoup l'ignorent, Napoléon Bonaparte était un grand promoteur de la logistique. Il m'avait d'ailleurs dit lors de ses campagnes, il naît de mai, il naît de scie, il faut réussir. Et d'ailleurs, il a laissé son nom à l'arme du train, qui n'est qu'un acronyme et qui veut dire transport routier de l'armée impériale napoléonienne. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais me recentrer un peu sur le domaine santé. Pardon. Est-ce que vous m'entendez mieux? Si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Donc, quelques ordres de grandeur.
Tout d'abord, plus de 40 millions de Français à vacciner avant la fin de l'été 2021, Français de métropole, Français d'outre-mer, Français des COM, Français expatriés dans des pays étrangers, dans des départements ruraux, dans des grandes villes. Voilà. Nous allons recevoir environ 40 millions de doses de Pfizer d'ici la fin de l'été, 30 millions de doses AstraZeneca, peut-être même plus que 12 millions de doses Moderna, puisqu'apparemment ce laboratoire semble vouloir maintenant faire de gros efforts sur la France. Et puis, même, j'avais dit quelques millions à l'époque, mais il semblerait même qu'on s'approche de plusieurs millions de vaccins Janssen qui présentent l'avantage de faire la vaccination en une seule et unique injection. Alors, un point important, c'est que le 15 mai 2021, j'ai mis l'heure, parce que j'étais présent et je suivais les chiffres, la barre des 20 millions de primo-vaccinés a été franchie, ce qui est quand même un résultat assez incroyable et qui témoigne de la mobilisation de tous les acteurs, qu'ils soient personnels soignants, administratifs et logisticiens, parce que si toute la chaîne d'intervention n'était pas, entre guillemets, solide et rodée, nous n'aurions évidemment jamais atteint un tel résultat. La prochaine étape, 30 millions de primo-vaccination au 15 juin 2021, et sachant, je ne l'oublie pas, qu'on poursuit évidemment les deuxièmes injections pour avoir des personnes complètement vaccinées. Le tout, et il faut le souligner, avec un nombre de doses perdues qui est inférieur à 0,1%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien mené. Et un point qui, là encore, est extrêmement important, c'est que, je rappelle, la logistique est extrêmement importante dans cette campagne de vaccination. Il ne faut pas se méprendre. Avant tout, c'est d'abord une campagne de santé publique dont la logistique est un facteur clé. Mais c'est d'abord tout une campagne de santé publique. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques conséquences, c'est que, en dépit des millions de doses qui nous arrivent, le fait que nous ayons des millions de Français vaccinés fait que nous devons minimiser les pertes de doses. Et donc, l'objectif, c'est le zéro perte du nourriture de chaîne du froid, zéro gaspillage et l'optimisation de chaque dose que l'on nous fournit. En termes de conséquences, un respect strict de la traçabilité de la chaîne du froid. Et ça, c'est un sujet sur lequel les logisticiens, les pharmaciens, les personnels soignants œuvrent au quotidien. La formation des différents acteurs au bon respect de la chaîne du froid, parce que cette campagne de vaccination a vu arriver quand même les vaccins ARN messagers qui sont assez récents, assez modernes, même si on en avait connu avec le vaccin Ebola il y a quelques années, mais donc des gammes de température qu'on ne connaissait pas, en tout cas pas avec autant, un caractère aussi large. La nécessité de guides simples à appréhender, parce que pour tous ceux qui travaillent sur la campagne de vaccination, l'activité est débordante. Et c'est vrai que tout ce qui peut permettre d'aider à l'activité en étant simple de compréhension, parce que malgré tout, il y a énormément de facteurs à maîtriser. Donc, tout ce qui permet de simplifier chaque facteur, évidemment, ils vont apprendre. Quelques développements de nouvelles technologies que l'on teste, notamment la blockchain, par exemple, pour là encore améliorer la traçabilité de nos vaccins. Et puis un point qui est extrêmement important aussi, et dont on parle peut-être moins, c'est la sécurisation aussi en termes de nos devices, comme on dit en bon français, parce qu'il n'y aura évidemment pas de vaccination si on a beaucoup de doses, mais que nous n'avons pas de seringue et d'aiguilles pour les injecter. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour conclure, enfin, pas pour conclure, parce que malheureusement, cette campagne de vaccination va durer encore un certain temps, mais pour donner quelques perspectives, tout d'abord, une excellente coopération que je note au quotidien entre les acteurs de la chaîne du froid, que ce soit les logisticiens, les pharmaciens, les personnels soignants, les infirmiers, les médecins, les administratifs ici, etc. Tant pour les transports que pour les échanges de bonnes pratiques, que pour les échanges d'informations, que pour les dépannages, etc. Voilà. Chaque jour, je le constate et franchement, c'est une grande source de satisfaction de voir que les acteurs vraiment vont dans le sens et mettent tout en œuvre pour faire cette campagne de vaccination. Une démarche Kaizen, notamment dans la logistique du froid, parce que voilà, je ne veux pas qu'on me reproche de l'autosatisfaction, parce que d'abord, je ne suis pas le responsable de toute la logistique, là. Mais avec 0,1% de perte et 33 millions d'injections réalisées en 5 mois, je pense qu'on peut collectivement féliciter tous les acteurs de ce projet parce que c'est quand même quelque chose d'énorme qui a été réalisé, mais une démarche Kaizen parce que dans l'esprit, voilà,
tout gaspillage, on le combat, toute amélioration des processus, on la recherche, toute optimisation, tout gain que l'on peut faire, on essaie de l'obtenir. Et ça, au quotidien, je constate aussi notamment par les acteurs de terrain, qu'il y a cette démarche qualité de chercher systématiquement comment améliorer les processus et éventuellement derrière partager l'information. Et puis, dernier item, donc, je le rappelle, quand même 20 millions de primo-injections en 5 mois, même plus maintenant, 12 millions de secondes injections, 30 millions d'injections visées maintenant dans 3 semaines. Voilà, que dire à part quand même, je pense que c'est important pour cette campagne de vaccination, un satisfecit pour tous ceux qui s'investissent quotidiennement dans cette campagne, à quelque niveau qu'il soit, et leur dire que voilà, ce qui est fait là actuellement est vraiment quelque chose de très bien et qu'on a fait une bonne partie de la route et que maintenant il reste à poursuivre, à conclure et à obtenir la victoire définitive sur le Covid. Alors, certains me pardonneront ce vocabulaire peut-être un peu guerrier, mais voilà, je pense qu'il était important de souligner l'effort collectif, la qualité de cet effort collectif et le fait que, voilà, je pense que cette réussite définitive elle est à portée de main et que désormais, voilà, il faut aller au bout du projet. Voilà, c'est beaucoup mon propos et je laisse la parole à tous les experts qui vont me succéder. Merci infiniment, Walter. On aura l'occasion aussi de matérialiser ce que vous dites dans une visite virtuelle d'un centre de vaccination. Alors peut-être des personnes ont déjà visité un centre de vaccination pour avoir été vaccinées, mais nous, on poussera les portes qui sont en principe interdites au public et on pourra voir effectivement les installations un peu de guerre mises en place pour vacciner en masse. Merci beaucoup. Désormais, c'est moi qui vais prendre un peu la parole pour simplement rappeler qu'au-delà du webinaire, donc l'AFF, au travers de sa commission Froid Santé et plus précisément la sous-commission en charge de la chaîne du froid des vaccins contre la Covid-19, a élaboré depuis déjà plusieurs mois un certain nombre de notes. Je voudrais rappeler que ces travaux, et les experts d'ailleurs qui vont intervenir aujourd'hui, font partie d'une commission où nous avons en permanence 18 membres qui, tous les lundis soirs, se réunissent, font à la fois une veille des RCP sur des résumés des caractéristiques des vaccins, donc des documents fort utiles pour connaître les contraintes en termes de chaîne du froid, d'identifier les thématiques annexes, et pendant ces travaux, donc, on a pu à la fois élaborer un numéro spécial de la RGF qui regroupait notamment les apports du passé, tous les travaux de la commission qui a travaillé sur le sujet bien avant la pandémie, et puis l'édition tout récente d'un fascicule qui récapitule toutes ces notes de bonnes pratiques et que vous pourrez télécharger et consulter sur le site de l'AFF. Alors, ces notes, elles ont été structurées selon différentes thématiques. Et là, on voit la richesse des apports des experts au sein de l'AFF, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, des pharmaciens, des experts logistiques, des experts de qualification, etc. D'abord, une grosse problématique sur la caractéristique des vaccins, et Fabien de Paoli, qui interviendra, je crois, juste après moi, aura la possibilité de faire cette synthèse des vaccins dont d'ailleurs les caractéristiques évoluent dans le temps, c'est-à-dire que les conditions de conservation évoluent. Alors, certaines informations passent dans la presse, mais le suivi des RCP nous apporte pas mal d'informations là-dessus. Les informations relatives à la qualification des moyens et l'usage des normes qui, dans le passé, étaient plutôt adaptées sur le domaine classique de conservation des médicaments, c'est-à-dire le 2+8 ou le 15-25, et qui aujourd'hui doivent aussi s'adapter aux nouvelles gammes de température. L'usage des emballages réfrigérants qui a été fortement boosté par notamment les vaccins ARN qui nécessitaient et qui nécessitent toujours des conservations à basse température en deçà de ce que la plupart des équipements à compression de vapeur peut atteindre aujourd'hui, même si ça s'est développé.
toute la partie sécurité des personnes dans les lieux de vaccination, puisqu'on travaille avec des réfrigérants qui peuvent être à l'origine d'anoxie ou de problèmes particuliers. Et puis les bonnes pratiques de transport, puisque c'est évidemment les aspects clés de la distribution dans ce domaine. Donc, je vous invite vraiment à l'issue de ce webinaire, au-delà de ce que vous allez évidemment apprendre, à télécharger et à consulter ces notes qui peuvent vous servir si vous êtes dans le domaine de la vaccination, si vous êtes concerné dans votre officine, dans votre hôpital, dans votre cabinet ou dans un centre de vaccination, peut vous servir de livre de chevet si vous avez un peu de temps encore à consacrer au sujet. Voilà, donc dès aujourd'hui sur aff3.com, vous allez pouvoir télécharger ce petit fascicule qui fait une quinzaine de pages ou une vingtaine de pages et qui regroupe toutes les notes qui ont été élaborées depuis quelques semaines. Dans ce fascicule, il y a aussi une petite affiche puisque nous sommes au stade du déploiement des vaccinations en ville. Alors, ce que j'appellerais en ville, c'est dans les cabinets médicaux, dans les officines. Donc, avec une petite affiche détachable qui va rappeler les principaux éléments et les points clés des bonnes pratiques pour respecter la chaîne du froid. Alors, j'ai vu une news encore il y a quelques jours. Alors, c'est pas en France, hein, c'est dans un autre pays, où une personne avait débranché son réfrigérateur pour recharger son téléphone portable et ils ont perdu 1000 doses. Donc voilà, on va un petit peu plus profondément dans le sujet, mais ce sont des bonnes pratiques à déployer et à avoir en tête à chaque instant. Je vais maintenant laisser la parole donc justement à Fabien qui va nous faire une lecture donc une critique raisonnée des RCP pour les différents vaccins. Fabien, est-ce que tu as le son Oui. et… Oui, très bien. Merci Eric. Merci Eric. Slide suivant, s'il te plaît. Donc voilà. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord commencer par prendre un petit peu de hauteur et de vous montrer des chiffres qui sont disponibles de manière tout à fait officielle sur Internet. Si vous allez sur le site Our World in Data, sur ce site-là, vous allez retrouver vraiment une mine de données relatives à la COVID. Et donc, j'ai retenu deux slides qui me paraissaient intéressants. Le premier est en fait le pourcentage de personnes vaccinées par pays en date du 24 mai, donc c'est tout récent. Alors, on voit que le pays dans lequel le taux de vaccination est le plus élevé est Israël. Hein, on arrive à plus de 60%. Et vous voyez sur le graphique deux couleurs pour chaque barre par pays. La première correspond au nombre de personnes qui ont été vaccinées avec une dose. Et la deuxième, c'est le nombre de personnes qui ont été donc vaccinées au niveau de 2 doses. Donc, en fait, enfin, c'est le contraire. La première, la partie foncée, c'est les personnes entièrement vaccinées. Et la partie plus claire, c'est les personnes qui ont été uniquement partiellement vaccinées. Donc, Israël est en tête. Ensuite, c'est intéressant de voir qu'au niveau européen, il y a tout de même un groupe qui se tient, hein, qui est constitué de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et de l'Allemagne, hein, qui oscille à ce jour entre 35 et 40%. Et on voit à l'opposé des pays comme l'Inde ou le Brésil qui, eux, sont nettement inférieurs à 20%. Donc, je crois que ceci est vraiment un bon exemple de l'effort qui est réalisé par l'entièreté des pays de la planète pour justement combattre ce Covid. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors ici, ce deuxième slide donne aussi une perspective globale sur le nombre de personnes qui sont admises dans les hôpitaux pour être soignées de la Covid. Et donc, ce qui est intéressant, on voit clairement les pics, hein, avec des pics qui avaient été fort élevés aux alentours de mi-mars 2020. Un deuxième pic aux alentours de novembre, janvier-février novembre 2020 et février 2021. Un dernier pic ici aux alentours d'avril. Et ici, l'élément positif, c'est qu'on voit cette décroissance générale au niveau de la majorité des pays, avec en particulier sur le graphique ici, j'ai représenté donc la Belgique, la France, le Pays-Bas,
nations, les USA et ainsi de suite. Donc on voit que c'est fort intéressant et on voit des pays comme le Royaume-Uni et Israël qui sont franchement très 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 bas et les autres pays qui sont toujours dans cette courbe d'amélioration et on voit une évolution positive. Donc c'est intéressant de voir cette vue globale au niveau du monde. Globalement pour l'instant, les perspectives sont plus encourageantes que ce qu'on a pu voir précédemment. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors voilà, ici, nous avons synthétisé les 4 vaccins qui sont mis à disposition au niveau de la France, avec le premier qui vient de bénéficier d'un changement, qui en fait, depuis peu, peut en fait être stocké avant utilisation jusqu'à 31 jours. Donc là, on est passé de quelques jours à 31 jours, donc c'est un plus. Donc ce stockage avant utilisation, il peut être autorisé sur cette période-là. Donc ça, c'est tout de même fort intéressant. On voit les 4 grands vaccins avec typiquement 3 gammes de stockage, donc une qui est de moins 60 à moins 90 pour le Pfizer, le Moderna est entre moins 15 et moins 25 et à 2,8 nous trouvons le vaccin AstraZeneca et le vaccin donc Janssen. Pour les conservations avant utilisation, donc maintenant c'était un peu mieux, donc on parle de 30 jours, de 3 mois et même la durée de vie en fonction du type de produit. Donc là on a un petit peu plus de latitude par rapport à cela. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est parfois un petit défaut d'harmonisation et je crois que c'est intéressant d'avoir, on va dire, un même produit et une même maladie à combattre pour laquelle on a plusieurs sociétés, plusieurs laboratoires qui travaillent. Et c'est intéressant de voir qu'il y a encore quelques différences et peut-être qu'avec plus de communication entre les laboratoires, on pourra avoir un petit peu plus d'harmonie dans les chiffres qui permettrait de faciliter ces périodes et ces séances de vaccination qui sont réalisées par les praticiens. Donc, on voit en particulier pour le Moderna et Comirnaty une conservation avant utilisation de 30 jours ou de 31 jours. Bon, ça revient à la discussion, c'est quoi un mois? Parce que le mois en général est un mois de 30 jours, un mois de 31 jours. Ce serait intéressant un jour de se mettre d'accord sur ce que veut dire en réalité un mois. Une autre remarque pour le slide suivant au niveau de l'harmonisation sont les températures qui peuvent aussi générer certaines difficultés d'interprétation et certaines confusions dans l'utilisation. Ici, on se retrouve essentiellement avec la notion du 25 ou du 30 degrés, un peu la notion liée au concept de température ambiante. Donc, on voit typiquement ici 2 laboratoires qui prennent 25 degrés comme température élevée, un autre laboratoire qui prend comme température élevée 30 degrés. À l'opposé, quand on prend la température, on va dire, dans la partie inférieure, on a 2 laboratoires qui parlent de plus 8 degrés et on a un laboratoire qui parle de plus 9. Donc, on peut comprendre ce qu'il y a derrière ces choix, c'est de pouvoir faire des différences claires. Est-ce que c'est strictement égal à 8 ou légèrement supérieur égal à 8? En mettant 9, on sait très bien que c'est largement supérieur égal à 8. Néanmoins, pour les praticiens, ce n'est pas toujours facile à interpréter et ce n'est pas toujours facile à respecter, d'autant que les sessions doivent se faire en fonction du moment, parfois avec des produits différents. La troisième remarque que je peux faire au niveau de l'harmonisation, c'est aussi la conservation, disons, après dilution ou après la première utilisation du flacon. Là aussi, on voit cette différence entre le 25 et le 30 degrés qui est marquée pour les 2 premiers. Et on voit aussi 2 manières de présenter les choses. Une manière avec une valeur min et une valeur minimum, pardon, et une valeur maximum. Donc, on a une gamme claire, 2,30 ou 2,25. Et puis, une autre manière qui est un petit peu plus globale, qui est un peu plus générale, qui dit inférieur ou égal à, dans le cas de vaccin AstraZeneca ou Janssen, où d'un côté, on va parler de inférieur ou égal à 30 degrés, de l'autre, on va parler de inférieur ou égal à 25 degrés. La recommandation générale, qui est réellement la plus facile au niveau interprétation, c'est de toujours considérer une gamme de température avec un point bas et un point haut, un point minimum et un point maximum. C'est clair, ça ne prête pas à confusion. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant de garder ça à l'esprit. Et peut-être qu'après, on devra en tirer une leçon, parce que si on va plus loin dans le contenu même des notices, il y a une manière de dire les choses qui n'est pas toujours alignée.
Donc, au niveau européen, par exemple, ce serait intéressant de continuer à aller dans cette direction-là, d'essayer d'avoir une meilleure harmonisation, parce que finalement, lorsqu'on parle de température de conservation, d'utilisation ou des conditions de stockage, globalement, les instructions sont globalement les mêmes. Et la différence qu'il va exister, subsister entre différents produits, ça va être des gammes, ça va être la valeur min, la valeur macro. Je pense qu'à terme, penser à une meilleure harmonisation de la manière dont on présente les valeurs et les requis devrait aider de manière générale la population et toutes les personnes qui sont impliquées dans ces efforts de vaccination qui, à terme, devraient faire en sorte que on atteindra un niveau qui est nettement meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabien, pour cet éclairage, ce qui nous permet de rentrer en matière. Et je vais donner la parole donc à Ibrahim et Gérald. Et puis, on va faire une petite visite virtuelle, évidemment, d'un centre de vaccination qui se situe à Saint-Quentin en Yvelines et qui est en temps normal le Vélodrome national. Donc, Gérald, Ibrahim. Merci Eric pour cette introduction. Je vous invite donc à venir faire quelques tours de piste, au sens physique dans le centre de vaccination et tour de piste au sens de la vaccination pour suivre la marche en avant dans un centre de vaccination qui a commencé, si tu peux avancer Eric, dans la présentation de défilé, qui a commencé son activité au tout début de l'année avec les premières vaccinations, qui est montée en puissance progressivement avec l'ambition d'être un centre de vaccination grand format, puisqu'aujourd'hui, il a dépassé les 120 000 vaccinations réalisées avec des capacités de vaccination, le record étant de plus de 3100 vaccinations par jour, avec en moyenne 2500 injections depuis le départ, et des expérimentations. L'expérimentation de vaccination nocturne, la vaccination 7 jours sur 7. C'est impressionnant, pour ceux qui ne connaissent pas le Vélodrome national, c'est un endroit qui en impose à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur avec sa piste. Et l'originalité d'avoir des pistards qui tournent en même temps que les Français viennent se faire vacciner et que toute une ruche fonctionne, parce qu'un centre de vaccination de cette taille, ce sont en permanence 100 personnes qui travaillent pour le faire tourner, et ça nécessite une équipe de 400 personnes, un effectif de 400 personnes pour faire tourner le centre 24 heures 7 jours sur 7 et 10 heures par jour. Si tu peux passer, Eric, à la suite. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est de parcourir un centre de vaccination. Alors, pour en avoir vu plusieurs en France, certains principes sont les mêmes. Ce qui a été repris et qui est quelque chose de très connu dans le métier du froid, c'est la marche en avant qui se pratique dans toutes les industries qui utilisent le froid, en particulier dans la pharma et dans l'agroalimentaire. On rentre et on parcourt l'ensemble du système sans pouvoir passer 2 fois au même endroit, c'est la logique du système. Et donc ici, les gens font le tour, font un tour de piste avant d'arriver à l'entrée, donc une file d'attente qui fait le tour du Vélodrome à l'extérieur puis à l'intérieur, avec un immense parking, la possibilité d'y venir par différents moyens de transport, de venir à pied, en transport en commun, mais aussi en voiture avec des stationnements prévus à l'extérieur, et bien sûr à vélo. Vélodrome, on peut aussi y aller à vélo. Les gens donc rentrent, et puis vous voyez au premier plan l'accueil. Donc le centre qui était à l'origine dans une pièce de réception lorsqu'il a commencé est maintenant installé comme beaucoup de centres sur une grosse plateforme, et ici c'est la plateforme centrale du Vélodrome avec la piste autour et puis les tribunes derrière. Les gens sont accueillis, et puis dans la première partie vous voyez les tables où ils remplissent leur formulaire. Ils se sont préalablement bien entendu inscrits en ligne et ils vont remplir leur formulaire. Nous étions là à l'ouverture du centre avec plusieurs
plusieurs lignes. Et puis ensuite, ils vont tous être reçus par un médecin qui va valider leur vaccination. Dans les box blancs, vous avez une vingtaine de médecins qui se relaient et la coordination est en fait par un médecin qui coordonne l'ensemble du centre. Attends, si tu peux revenir en arrière. Les gens sont, une fois validés, passent dans les box en bleu où les infirmiers et les infirmières vont procéder à l'injection. Et puis, dans la dernière partie, eh bien, pendant un quart d'heure, les gens qui ont reçu une injection vont attendre pour les éventuels effets du vaccin avant de sortir. C'est une véritable machine de guerre. Walter Arnaud, tout à l'heure, citait Napoléon, dont nous fêtons le bicentenaire de la mort et qui était un grand logisticien de la défense. Eh bien, les centres de vaccination, je filerai sa métaphore dans cette visite, s'inscrivent totalement dans cette philosophie. Il y a une réelle organisation logistique, tant pour les vaccins que pour les patients qui sont vaccinés, que pour la partie administrative qui n'est pas à négliger sur un tel outil. Et donc, voilà le parcours de vaccination. Passons maintenant à la partie chaîne du froid et Eric va nous passer à la zone de stockage. Et donc, nous avons vu arriver les patients. Et bien, c'est ici qu'arrivent les vaccins dans la zone de stockage. Seules 2 personnes ont accès physiquement à cette zone de stockage et en détiennent la clé. Et nous allons y entrer pour voir ce qui s'y passe. Donc, les vaccins sont approvisionnés à partir d'un hôpital qui stocke les vaccins à température négative pour le Pfizer et le Moderna, puisque sur ce centre de vaccination, comme vous le voyez sur les armoires réfrigérées, sont injectés ces deux types de vaccins. Ils arrivent à température positive, ils sont livrés entre +2 et +8 sur le centre de vaccination à travers des glacières, alors qui ont été mises en place dans la phase initiale avec des températures extérieures basses. Sans doute faudra-t-il qualifier cette solution de transport, même s'il est court, pour les températures qui commencent à arriver en ce printemps et à l'approche de l'été. Les vaccins sont approvisionnés donc 1 fois par jour avec un prévisionnel de consommation qui est basé sur les inscriptions de première injection et les renouvellements d'injection, puisque quand on renouvelle, eh bien aujourd'hui, pour ces deux-là, en tout cas, ça se fait avec le même vaccin et donc une programmation de l'approvisionnement en fonction des besoins. Ces approvisionnements, donc vous avez 2 armoires qui sont une armoire par vaccin dédiée à chaque vaccin et vous avez vu un réfrigérateur de secours dans le cas où la chaîne du froid, où un des 2 réfrigérateurs s'arrêterait. Il y a un 3e niveau de sécurité puisque les vaccins peuvent être apportés sur un réfrigérateur qui est au siège de la communauté d'agglomération qui a organisé ce centre de vaccination. Les vaccins sont donc conservés à +2, +8 sur place avec le but d'avoir un temps de séjour qui soit le plus court possible et ces approvisionnements réguliers. Et puis, la température est tracée avec des enregistreurs sur chacun de ces équipements. La qualification ne figure pas dessus et donc nous avons fait des suggestions dans les notes d'information de l'AFF qu'Éric mentionnait tout à l'heure. Vous avez ici les conditionnements de vaccins tels qu'ils sont livrés au centre de vaccination, donc dans des blocs de mousse, et tels qu'ils sont positionnés dans les réfrigérateurs. Ici, ils ont été sortis du réfrigérateur de la zone de stockage et apportés dans la zone de préparation des seringues, qui est un élément aussi, un point majeur de l'organisation d'un centre de vaccination. Eric, si tu peux avancer. Eric ? Oui. Donc là, vous avez des petits stockages intermédiaires qui sont éminemment pas qualifiés et pas dédiés à ce genre de choses. On y voit aussi des stockages avec de l'eau, mais c'est là que va passer pendant quelques minutes la plaque de vaccin. Mais ici, le temps de séjour est extrêmement court et on a tout le stockage des éléments qui sont nécessaires parce que 3000 seringues, 3000 emballages par jour à gérer pour préparer l'ensemble de ces
doses d'injection que l'on va voir préparées sur l'image suivante, Eric. Voilà, vous avez donc ici des infirmières qui sont à la préparation des seringues pour tous les infirmiers et infirmières qui vaccinent. Donc ces deux personnes procèdent à la dilution du vaccin dans un premier temps, la dilution du vaccin Pfizer, et à la préparation des seringues, donc du produit dilué pour le vaccin Pfizer et du produit direct pour le vaccin Moderna, sont issus des flacons 6 seringues par flacon de vaccin Pfizer et 12 par flacon de vaccin Moderna. Et les doses sont, donc les seringues sont préparées, si on peut avancer, dans cette pièce, Eric. Voilà, donc vous voyez la phase de dilution du vaccin au moyen d'une seringue, et ensuite la phase de préparation des seringues. Et puis, donc la dilution est à un taux de 1,8, hein, et donc jusqu'à 7 doses de vaccin Pfizer par flacon, jusqu'à 12 doses de vaccin Moderna. Et puis, les infirmiers viennent chercher des lots de 10 seringues, là aussi de façon à ce que, comme on l'a vu tout à l'heure et comme Fabien de Paoli nous l'a présenté, le vaccin reste le moins de temps possible à une température supérieure à 8 degrés. Et donc, ces vaccins avancent, et donc ici la mise en seringue, et vous voyez les lots de seringues que les infirmiers vont venir chercher auprès de cette pièce de préparation qui travaille en flux tendu, et donc qui veille à avoir en permanence suffisamment de seringues pour ne pas freiner le flux des vaccinés, mais pour ne pas en avoir trop, de façon à ne pas les exposer à des températures supérieures à 8 degrés pendant trop longtemps. Donc, voilà le box d'injection du vaccin avec évidemment ensuite la gestion des déchets. Nous avons vu l'ensemble des volumes et ce n'est pas négligeable à traiter les flux de déchets de ce centre de vaccination. C'est donc, comme je vous le disais, une importante mécanique qui doit être rodée. Lorsque nous y sommes allés, il y avait une petite panne informatique et tout de suite, il faut être capable de réagir vite et bien pour être capable de gérer 3000 voire plus injections par jour. C'était le jour de la nocturne où le record a été battu sur le centre de Saint-Quentin. Voilà, et donc une fois les personnes vaccinées, dans la salle d'attente avant la sortie du centre de vaccination, toujours avec cette marche en avant, qui fait qu'à aucun moment, les gens qui arrivent ne croisent les gens qui sortent, et à aucun moment on ne peut passer deux fois au même endroit dans ce centre de vaccination. Voilà, et donc l'ARS qui supervise ce centre du Vélodrome national de Saint-Quentin à Yvelines, réellement des outils qui sont des outils majeurs pour réaliser jusqu'ici un peu plus de 30 millions d'injections au total que nous a présenté Walter Arnaud en introduction, et qui sont indispensables pour arriver à tenir le rythme et à finir les 41 millions de Français qui doivent être vaccinés avant la fin de l'été. Un défi pour ces centres, c'est la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait des centres qui sont des installations provisoires, dans des vélodromes, dans des stades, dans des palais des congrès, dans des parcs des expositions. Nous savons qu'il faudra continuer sur la vaccination, et nous avons déjà parlé lors de la visite des réflexions sur la pérennisation de lieux de vaccination, et en particulier sur la pérennisation de la chaîne du froid. Ce que l'on voit là, c'est la chaîne du froid à grande échelle, gérée avec des équipements où il y a des flux relativement importants. Nous avons eu l'occasion de discuter avec des médecins, et sur le centre et en dehors, qui nous ont fait part de leurs difficultés aussi à gérer la chaîne du froid dans leur cabinet médical pour des volumes beaucoup plus petits, avec des matériels parfois moins professionnels, des durées de séjour qu'il faut maîtriser. Et donc un vrai enjeu de la chaîne du froid du dernier kilomètre, va-t-on dire, parce que de l'hôpital jusqu'au centre de vaccination, et du dernier mètre, c'est-à-dire du centre de stockage au sein du centre de vaccination, jusqu'à l'injection au patient qui est
un élément clé comme nous venons de le voir. Merci beaucoup Gérald pour cette visite, on s'y croirait. On connaîtra le chemin pour aller se faire vacciner. Ce que je propose maintenant, c'est effectivement de rentrer dans les détails un petit peu plus techniques en pointant plusieurs thématiques. D'abord, la thématique de la caractérisation du matériel pour assurer le maintien de la chaîne du froid. Alors, je vais laisser la place à un duo, Ibrahim et Abès. Est-ce que vous pourriez allumer vos micros et puis prendre la parole? Et puis, vous me faites un petit top pour que je puisse avancer les slides. N'oubliez pas que vous pouvez, dans le chat, dans la partie discussion, poser des questions si vous le souhaitez. À vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec mon collègue Ibrahim Zaïd du CIMAFROID, nous vous présentons comment et pourquoi caractériser les équipements et les matériels permettant de maintenir ou bien de sécuriser la chaîne du froid des produits de santé en général, des vaccins et plus particulièrement des vaccins Covid-19. Donc, nous allons parler déjà du contexte, du pourquoi. Ensuite, quels sont les équipements immatériels à qualifier, quelles sont les étapes de la qualification, et puis nous allons détailler la qualification ou bien la caractérisation des équipements, à commencer par le matériel raccordé à une source d'énergie, et puis les solutions autonomes, ensuite les moyens de contrôle de la température, et puis on termine par les conclusions. Nous partons des exigences des bonnes pratiques de distribution dans la dernière version 2013, qui exige que les conditions de stockage doivent être maintenues pendant le transport. Ça veut dire que les conditions de température, de sécurité doivent être identiques pendant le stockage et également pendant le transport. Donc, nous avons différents types d'équipements et de matériel à qualifier, à commencer par les locaux. Donc, les locaux doivent être adaptés, suffisants et entretenus. Et quand on dit adapté et suffisant, en termes d'espace, en termes d'adaptabilité par rapport au mode opératoire de fonctionnement et également par rapport au contrôle de la température, l'hygiène et la sécurité des produits de santé. Ensuite, les équipements et les procédures doivent être appropriés pour contrôler l'environnement. Donc, si nous avons des équipements qui permettent de contrôler la température, ces équipements doivent être adaptés, doivent être spécifiques à ce qu'on désire faire. Ensuite, nous devons cartographier la température des locaux et d'une manière continue enregistrer la température pour savoir si nous avons des excursions ou bien si nous avons des dépassements de seuil et pour cela, nous devons avoir des alarmes. Ensuite, pour le transport, nous devons qualifier les équipements utilisés, que ce soit les véhicules, les conteneurs isothermes et réfrigérants utilisés pour le transport également, et puis la validation globale du processus intégrant les procédures et également la partie main-d'œuvre. Ensuite, nous devons choisir des moyens adaptés à tout cela. Pourquoi? Parce que pour les produits de santé, nous avons une obligation de résultat. Donc, l'obligation de moyens est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et puis, après tout ça, nous devons documenter les processus et les opérations à réaliser. Quels sont les équipements maintenant à qualifier? Le premier, ça concerne les moyens de stockage. Donc, tout ce qui est chambre froide, enceinte thermostatique, réfrigérateur, congélateur, les espaces de stockage spécifiques. Et puis, si nous avons par exemple l'utilisation de containers également pour stocker des produits de santé, ils doivent être qualifiés. Donc, quand on dit qualifié, ça veut dire caractérisé avec la connaissance parfaite du fonctionnement et des performances thermiques.
Ensuite, les moyens de transport. Nous avons les moyens de transport dits dynamiques qui nécessitent en fait une source d'énergie électrique, tels que les véhicules ou bien certains conteneurs qui fonctionnent à compression mécanique. Et puis, nous avons des solutions autonomes qui se basent soit sur des plaques eutectiques, soit sur d'autres moyens de production autonomes de froid. Et puis, les moyens de contrôle de la température, tout ce qui est chaîne de mesure, enregistreur de température, ce qu'on appelle aussi catalogueur. Donc, tout ça, tous ces équipements doivent être caractérisés et qualifiés. Quelles sont les étapes de notre qualification? La toute première, c'est la qualification de conception, qu'on appelle la QC. Cette phase-là s'effectue en deux parties. Une partie cahier des charges, réalisée par le donneur d'ordre ou bien l'utilisateur. Et la deuxième partie, c'est l'adéquation justement des équipements qui seront ou bien qui sont proposés, l'adéquation de ces équipements par rapport au cahier des charges ou bien par rapport aux exigences du cahier des charges. Dans cette phase-là, nous devons donc vérifier que l'équipement possède toutes les caractéristiques qui lui sont donc affectées ou bien exigées. Et cette phase s'effectue avant l'achat de l'équipement. C'est-à-dire que c'est une étape en amont. Ensuite, la qualification d'installation et la qualification opérationnelle qui consiste à connaître le bon fonctionnement de l'équipement, donc vérifier ses performances thermiques en se basant sur des essais, soit en enceinte climatique ou thermostatique, soit de vérifier les équipements dans des conditions prédéfinies. Ensuite, la qualification de performance QP qui représente une validation. Donc, il s'agit de vérifier que l'équipement fonctionne correctement dans les conditions réelles. Et cette phase-là doit être effectuée sur terrain, soit par le donneur d'ordre, soit en faisant appel à des laboratoires spécialisés pour la réaliser. Et puis, si nécessaire, nous avons une autre étape qui est la qualification de maintenance pour les équipements nécessitant une maintenance. Je passe la parole maintenant à Ibrahim pour vous parler des équipements raccordés à une source d'énergie. Merci Abbès pour ces éléments. Pour compléter, en fait, selon le type d'équipement et selon la qualification qu'on va porter, on va réaliser différents types d'essais. Et dans ces essais-là, on va avoir des vérifications qui vont être liées aux paramètres de régulation. Par exemple, sur un véhicule, selon la température que vous souhaitez mettre sur la consigne du groupe frigorifique, on va rentrer une température de consigne et on va vouloir transporter une température qui va être de 5 degrés à plus ou moins 3, mais dans lequel on va vouloir s'assurer que dans tout le volume du véhicule, on ait une température qui soit conforme. Donc, du coup, on doit vérifier ce paramètre. Et donc, du coup, ça va influer sur le paramètre du groupe, sur la conception du groupe, sur les softs qui sont injectés pour pouvoir fonctionner à la bonne température. Donc, du coup, il y a une vérification de paramètres lors de la qualification, la stabilité en température, et on a l'homogénéité en température qui est vérifiée selon la FDX ou la CEI. Tout dépend du matériel ou de la norme que l'on utilise. Donc, on va parler également de conformité de cartographie en température pour des chambres froides, des véhicules, des enceintes réfrigérées, tout équipement dans lequel on va avoir des volumes d'air importants pour pouvoir qualifier et savoir quelle est la température en plusieurs points selon le maillage qu'on va avoir sur le moyen adapté. Et tous ces moyens-là sont raccordés en fait à une source d'énergie. Donc, on va voir que le véhicule qui dispose d'un groupe frigorifique va disposer d'une énergie qui va fonctionner, la chambre froide identique, et du coup, les enceintes réfrigérées qui, eux, sont raccordées à une prise électrique. Et du coup, en cas de panne, quelle est la qualification qu'on va avoir? Par exemple, quel est le délai qu'on va avoir lors d'une panne électrique pour pouvoir assurer un maintien en température? Donc, ces éléments-là font partie de la qualification. Slide suivante. Et donc, toutes ces opérations d'essai qui sont deux types de qualification opérationnelle
et de qualification de performance soit réalisée en laboratoire, dans lequel on a des scénarios. On va pouvoir déterminer, par exemple, en cas de panne d'un groupe frigorifique, quel est le temps maximum avant une excursion en température. Par exemple, le temps que dispose un chauffeur pour pouvoir arriver dans un centre, pour pouvoir faire ou retourner au laboratoire pour pouvoir décharger les vaccins à la bonne température et ne pas avoir cette rupture de la chaîne du froid. On va avoir également les qualifications de type dans lequel on va tester l'ensemble des configurations et surtout faire, par exemple, des ouvertures de portes avec des durées importantes, des simulations de panne sur différents types de matériel. Slide suivante. Donc, par exemple, dans les engins de transport, on va se baser sur différentes normes. Par exemple, l'ATP va définir le cadre d'isolation, de coefficient d'isothermie au niveau des caisses, va donner des exigences au niveau des groupes frigorifiques, auxquels on va ajouter la partie fascicule documentaire sur la 1540 et la CEI 60068 par rapport à l'homogénéité en température et de vérification sur l'ensemble des paramètres que l'on a définis. Ensuite, on vient rajouter la partie enregistrée en température avec des conformités selon la 12830 par rapport aux exigences sur le moyen de système d'enregistrement. Et ensuite, la 13486 sur la vérification de ces enregistrements de température pour pouvoir avoir un suivi dans le temps. Ensuite, on a ces standards et guides et recommandations sur lesquels on va venir y répondre. Hein. Donc, comme l'a dit Abès au niveau du contexte, hein, sur les guides européens des bonnes pratiques de distribution, on va se baser sur l'ensemble de ces textes pour pouvoir faire les qualifications et surtout apporter des conformités par rapport aux équipements qu'on va retrouver sur le marché et que les constructeurs pourront fournir au laboratoire ou aux répartiteurs pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces exigences. Il y a également le guide français des bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain et les recommandations des bonnes pratiques appliquées au transport des produits de santé. Slide suivante. Donc, là, je vais passer la parole à Bess pour pouvoir présenter la partie Merci, Ibrahim. Solution isotherme. Merci. Donc, il s'agit de solutions autonomes, c'est-à-dire qui fonctionnent sans avoir besoin d'une source d'énergie extérieure. Donc, il s'agit de caisses ou emballages ou conteneurs, en fait, formés par des parois isolantes, c'est-à-dire un isolant thermique. Et puis, à l'intérieur, nous avons une source de stockage d'énergie qui peut être un stockage thermique, comme ça peut être un stockage thermochimique. Quand on dit un stockage thermique, il s'agit de plaques eutectiques de différents matériaux à changement de phase, que ce soit organique ou bien inorganique à température de fusion positive, ou bien de la glace carbonique pour les très basses températures. Et nous avons le stockage thermochimique qui est basé sur la sorption solide-gaz. Donc, ces équipements peuvent fonctionner et offrir une autonomie déterminée sans avoir besoin d'une source externe. La qualification de ces équipements donc, passe par les étapes habituelles. Donc, la QC, comme on a dit précédemment, donc, elle est faite par le demandeur et le fournisseur, et donc il s'agit de cahier des charges et puis de la faisabilité. La Q et la QO par le fournisseur. Donc, il s'agit d'une étape dans laquelle on vérifie les spécifications techniques, qu'ils sont conformes à la demande, c'est-à-dire aux exigences demandées dans le cahier des charges, et puis également à la caractérisation spécifiée par le fournisseur. Ensuite, dans la partie QO, il s'agit d'une qualification de performance thermique basée sur des profils de température prédéfinis et des plages de température requises, et pour des durées également exigées. Par contre, la QP, là, je profite pour répondre à une question qui a été posée. Donc, la QP, c'est une qualification de performance thermique intégrant toutes les autres
éléments qui peuvent impacter la chaîne du froid, donc y compris le moyen de transport, les étapes intermédiaires de stockage, les zones de préparation. Donc, toutes ces conditions doivent être des conditions réelles et des destinations réelles. Donc, c'est une validation. Et c'est ça la différence entre la QO et la QP. La QO, donc, nous avons des profils de température prédéfinis, nous avons évidemment la plage de température et nous avons l'autonomie exigée. Par contre, la QP, c'est de valider tout ça ou bien pour des destinations réelles. Slide suivante. Alors, quels sont les référentiels de qualification? Pour donc les solutions autonomes, nous avons la norme NF, la norme française, qui est en cours de révision en ce moment. Donc, c'est la norme NFS 99700, éditée en 2007, et donc qui permet de qualifier les emballages isothermes réfrigérants destinés pour les produits de santé, spécifiquement pour les produits de santé. Ensuite, nous avons la STM, également. C'est un texte qui est sorti en 2007, donc c'est la D3103, qui également permet de qualifier un emballage isotherme en général, que ce soit pour les produits de santé ou bien pour d'autres produits. Et puis nous avons également la norme ASTM D4169 de 2009, qui également parle de qualification de tests mécaniques, tels que chute, vibration, gerbage, ainsi de suite. Et puis, nous avons les standards et les guides et les recommandations. Ce sont des textes d'un niveau plus bas, puisqu'il s'agit donc que ce soit d'associations ou bien de groupements d'utilisateurs ou de fournisseurs qui ont développé ces référentiels. Donc, nous avons les ISTA, donc la 5B, c'est un guide, la 7D et la 7E sont des standards et qui permettent également de faire la qualification des emballages ou bien des conteneurs isothermes. Et puis, nous avons également un texte ISTA 3A pour les qualifications mécaniques. Nous avons le guide de l'OMS qui a été donc mis à jour en novembre 2020 et il s'agit là d'un texte qui parle des emballages en général pour les vaccins. Et puis, nous avons le guide pratique pour la chaîne du froid des médicaments, édité par la CFSTP-AFF en 2008. Donc, c'est une commission mixte qui a regroupé les spécialistes du froid et les spécialistes de la pharmacie. Et puis, nous avons également les recommandations du Conseil de l'ordre. Tous ces textes permettent donc de qualifier les différents équipements dits autonomes qui fonctionnent sans avoir besoin de sources d'énergie extérieures. Je laisse la parole maintenant à Ibrahim pour les moyens de mesure. Une fois qu'on a réalisé la qualification de l'ensemble des équipements pour maîtriser la chaîne du froid, on demande dans l'ensemble des référentiels et guides d'avoir en fait un moyen de contrôle de la température pour vérifier qu'on est bien dans la température de conservation. Donc, ce que l'on demande, c'est de vérifier que l'équipement de mesure soit certifié selon la 12830 et que le système d'enregistrement avant mise en service soit vérifié et étalonné. Et puis ensuite, on a une vérification tous les ans afin de vérifier que la température de conservation qui est maintenue soit toujours conforme par rapport à l'écart maximum toléré selon la conservation du type de vaccin et selon la température, et surtout qu'on utilise le bon moyen de vérification par rapport au vaccin que l'on doit maintenir à la bonne température. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on a la 12830 qui donne le cadre réglementaire et la 13486 et 85 qui donnent comment mettre en place les vérifications au niveau de ces moyens de mesure. Donc l'ensemble de ces éléments-là, on les retrouve sur les différents référentiels de qualification dont j'ai parlé tout à l'heure et également les guides techniques, comment vérifier périodiquement les enregistreurs en température. La slide suivante. Donc, pour conclure, donc les conditions de stockage doivent être maintenues pendant le transport. C'est que l'ensemble des moyens que l'on utilise sont là pour maintenir la température et non pas refroidir les vaccins. Ce que l'on demande, c'est qu'on demande une obligation de résultat
avec un maintien de la température tout au long de la chaîne, depuis le départ des vaccins du laboratoire jusqu'à l'administration des doses. Et pour cela, en fait, on doit utiliser des moyens de stockage, de transport, de mesure qualifiés pour pouvoir s'assurer de ce maintien avec l'ensemble des qualifications qui ont été définies par ABES précédemment. Les processus de stockage et de transport doivent être qualifiés et validés avec l'AQP, c'est-à-dire qu'un transporteur ou un utilisateur, selon son scénario ou selon ses worst cases dans lesquels on a en fait des conditions de transport extrêmes avec des températures extérieures qui fluctuent selon les transports, doivent être qualifiés par des essais spécifiques. De plus, une fois que l'on a fait ces qualifications, on doit avoir en fait un entretien, une maintenance des équipements dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a qualifié un équipement lors de sa mise en service qu'on n'est pas obligé, qu'on n'a pas en fait de qualification et de maintenance à réaliser. C'est pour ça qu'il existe en fait des maintenances et des qualifications avec des périodicités différentes. Par exemple, sur des enceintes, on va être plutôt sur une qualification annuelle. Sur du véhicule, on va être sur des qualifications sur 3 ans. Et donc, du coup, tout type de matériel a son cycle de maintenance et de qualification. Et pour finir, une certification tierce partie des équipements peut être une solution en fait, pour répondre aux différents types de qualifications en fait, dans le cadre de cycles et de vérification et d'audit et d'essais pour l'ensemble de ces qualifications. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim et Abès, pour cette brillante présentation. J'ai plein de questions pour la fin. Enfin, une qui a été, où on a eu une réponse d'Abès, mais je vais tout de suite passer la parole, parce que nous sommes pas très en avance sur le planning, à Nathalie et à Jean-Rémy, qui vont nous parler plus particulièrement du transport, du stockage et de la sécurité, qui concerne d'ailleurs plusieurs notes du fascicule. Vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si Nathalie, je ne vois pas. Je suis là. Eh bien, Eric, on peut commencer. Voilà. Alors, effectivement, avec Nathalie, nous allons vous parler de la partie transport sous température dirigée, notamment, et avec l'évolution de cette particularité de ces véhicules. Et là, j'ai voulu faire au départ un petit rappel historique de ces véhicules. Si l'on prend le transport en général, en fait, le transport sous température dirigée est un transport qui est très jeune. Parce que, comme vous le voyez, on a commencé à avoir les premières recommandations en 1985, ce qui est assez récent malgré tout. Et nous avons vraiment évolué dans les années 2010, où là, nous avons pu commencer à avoir de l'industrialisation sur la fabrication de ces véhicules. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que vous avez des possibilités d'avoir des véhicules qui respectent complètement les températures qui sont demandées, notamment pour l'acheminement des vaccins, et notamment donc, les 3 températures principales faites par ce que l'on appelle donc, le froid moteur. Donc, le plus 15, plus 25, le plus 2, plus 8, et là, une plage un peu plus large au niveau négatif, de moins 18 à moins 35. Bien sûr, toutes ces températures peuvent être régulées, peuvent être, on va dire, raccourcies également au niveau des spectres que l'on peut demander. Mais ce sont des véhicules qui sont très, très récents et qui permettent aujourd'hui également, et c'est quand même assez intéressant au niveau du transport, c'est de pouvoir mutualiser les transports des différents vaccins. Effectivement, comme vous avez vu tout à l'heure, les présentations différentes, vous voyez que chaque vaccin a sa particularité. Et effectivement, ces véhicules qui peuvent être donc soit mono, soit bi, soit tri-température permettent aujourd'hui de mutualiser ces expéditions et donc de diminuer le nombre de transports à financer pour l'expéditeur.
Par contre, donc, je parlais de froid moteur et je vais laisser la parole à Nathalie parce qu'il y a une température techniquement et mécaniquement que ces véhicules ne peuvent pas faire. C'est pour le Pfizer où nous avons des obligations d'être beaucoup plus froid. Et là, effectivement, le véhicule classique de transport de produits de santé n'arrive pas à atteindre cette température correctement. Et donc, il est préférable d'utiliser une autre source d'énergie. Et donc, Nathalie va vous expliquer cette partie-là. Bonjour, bonsoir. Au niveau, donc, merci Jean-Rémy, pour la partie, donc, aussi bien effectivement température extrêmement froide que petit colis, à conserver sous des températures extrêmement froides, la seule solution qui existe, c'est la glace carbonique, qui permet en fait de maintenir, le produit en lui-même est à moins 80, c'est du CO2 sous sa forme solide et donc en toute autonomie, donc on va pouvoir conserver une température extrêmement basse pour conserver ces produits. La glace carbonique, elle existe sous différents formats. Donc quand on va la produire, on va pouvoir la produire sous forme ce qu'on appelle les bâtonnets ou nuggets, ça dépend un petit peu les utilisateurs, mais également donc des choses un peu plus compactes et un peu plus grosses qui sont des plaquettes, voire des blocs qui sont de l'ordre du kilo, voire des 10 kilos, suivant le transport qui est à fournir et le temps de transport surtout. Quand on est sur des températures, pour les colis, donc c'est une utilisation qui est faisable avec la glace carbonique, mais on peut également, au-delà de températures au-dessus de moins 35, utiliser des outils, des additifs plus standards, comme par exemple les plaques tectiques qui sont la plupart du temps utilisées. Eric, slide suivant. Donc, dans la partie logistique, je reste sur le petit colis dans un premier temps. Donc, le petit colis, eh bien, généralement, c'est une boîte qui va être une boîte isotherme. Alors, en isotherme, on parle souvent de polystyrène, mais on peut également envisager du polyuréthane, du styropore. Il y a différents matériaux qui sont tout aussi efficaces que le polystyrène. Généralement, les transporteurs autorisent des poids variant entre 30 et 40 kilos. Et donc, ça permet de livrer, je dirais, à peu près partout. Et en France, notamment continentale, on est sur 1 à 2 jours de délai. Un tout petit peu plus long, généralement en Corse, puisqu'on monte à 3 jours. Jean-Rémy, je te laisse continuer. Alors, effectivement, donc, en parallèle de ces petits colis, il faut également livrer ce que l'on appelle donc, le lot complet et soit le semi-complet, donc, qui correspond à des expéditions que vous connaissez peut-être plus, donc, en amont de ce que l'on a vu présenté par Gérald, avant que ça arrive au centre de vaccination. Il y a tous ces gros volumes à transporter, et donc qui correspondent notamment à des expéditions qui sont bien supérieures à 40 kilos et donc qui sont manœuvrées par palette. Donc, il existe aujourd'hui en France déjà de nombreuses entreprises qui font ce genre de travail et qui le font très, très bien, qui, suivant leur plan de transport, vont pouvoir livrer entre J+1 et J+5. Mais l'avantage, c'est que ces transports sont faits aujourd'hui sous température dirigée. Et par rapport à une question que j'ai vu passer, et ça tombe bien par rapport à l'évolution qu'a apporté cette crise, alors on ne va pas dire grâce à la crise, mais voilà, ce sont des nouveautés sur le transport sous température dirigée. Donc, on a des avancées sous la partie matérielle en tant que telle, donc avec de nouveaux matériaux qui sont en train d'être testés, qui évoluent pas mal au niveau justement de l'isothermie du matériel et qui va permettre de conserver encore mieux ces produits, que ce soit donc du gros volume au petit colis.
et des nouveautés également sur le secteur, et ça sera assez intéressant à suivre en fin d'année, avec une nouvelle offre qui va apparaître. Et là, je pense que c'est une grosse évolution parce que ça sera du transport totalement intégré, c'est-à-dire que du gros volume, de la prise en charge, par exemple, au laboratoire, que ce soit le stockage, que ce soit ensuite la livraison petit colis jusqu'au bout, la personne, donc le transporteur qui va mettre ça en place, va avoir une offre totalement intégrée au niveau national, ce qui est une nouveauté, parce que ça évitera ainsi donc tous les phénomènes que beaucoup connaissent de sous-traitance et qui peuvent entraîner parfois des pertes de traçabilité. Et là, donc, nous serons sur une offre vraiment complète et qui va être très intéressante à suivre lors de sa mise en place. Et ça fait partie donc des solutions qui ont été apportées par la crise. Slide suivante, Eric, s'il te plaît. Alors, c'est à moi également sur cette partie-là. On s'est alterné avec Nathalie les différents slides. Donc, un point également qu'il faut, quoi qu'il arrive, superviser, quel que soit le volume qui est transporté, et ça, vous devez le faire impérativement. Au départ et à l'arrivée du transport, il y a des éléments qui ne peuvent pas être changés. C'est votre contrôle que vous devez apporter suivant le transport à l'intégrité de vos produits. Est-ce que le produit qui vient d'être transporté peut être, à l'occurrence pour les vaccins, injecté à la personne? Est-ce que ce transport s'est bien déroulé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pic de température? Est-ce que c'est bien resté dans les plages qui étaient déterminées? Et là, il est très important à chacun des niveaux du maillon de la chaîne de bien respecter les températures et de pouvoir les contrôler. À aujourd'hui, quasiment tous les transporteurs disposent de systèmes de data logger qui peuvent être soit visibles directement, soit sur des PDA, soit par mail, hein, des envois directs par mail. Vous pouvez être également prévenu qu'il y a eu des difficultés sur l'acheminement, et ça vous permet donc de prendre des décisions, d'isoler des lots éventuellement. Et ça également, ce sont des choses que vous devez vérifier absolument avant de passer à une autre chaîne de froid, avant d'arriver, par exemple, comme on a vu tout à l'heure dans le vélodrome, c'est de pouvoir vérifier toutes ces étapes. Et aujourd'hui, les transporteurs sont tous équipés de ces systèmes de suivi qui permettent de garantir la traçabilité et les températures dans les plages qui doivent être respectées. Voilà. Donc, pour continuer, j'avais deux petits derniers points, voilà. Nous avons élaboré donc au sein de la sous-commission santé et transport vaccin donc une note concernant la glace carbonique. Si votre colis contient de la glace carbonique, tout d'abord, vous devez pouvoir le repérer parce qu'il doit y avoir un logo indiquant qu'il y a de la glace carbonique à l'intérieur. Et donc, cette glace carbonique doit être évacuée et donc pour cela, vous devez être muni de gants cryogéniques et ne pas laisser cette glace carbonique dans un espace étroit comme par exemple un placard ou voilà, une toute petite pièce. Il faut éventuellement donc surveiller le taux de CO2 dans la pièce pour ne pas incommoder le personnel qui serait dans la pièce. L'idéal, c'est de le sortir à l'extérieur, tout en faisant bien attention, évidemment, à ce que le grand public ne puisse pas avoir accès à cette glace, puisque tout contact pourrait déclencher une brûlure cryogénique, et ce n'est pas du tout sympathique comme type de brûlure. Et enfin, le dernier point, donc c'est un point un peu environnemental. Les plaques techniques ne sont pas mono-usage, donc elles peuvent a priori être réutilisées, de même que la plupart de vos emballages qui peuvent être éventuellement réutilisés. Donc, nous vous conseillons de voir si vous avez des échanges réguliers, si
votre fournisseur peut récupérer ce matériel une fois qu'il est venu chez vous. Sinon, de chercher éventuellement les filières de recyclage dans les environs pour effectivement atténuer l'aspect environnemental de ces échanges de transport. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé d'avoir passé la dernière slide un peu rapidement. Merci pour ce point très complet. Alors, j'ai plein de questions, on les verra à la fin. Nous allons tout de suite donner la parole donc à Dr Guillaume Saint-Laurent qui va donc nous présenter la manière dont il applique les bonnes pratiques et les règles pour maintenir la chaîne du froid dans les lieux de vaccination. Docteur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je pense que vous m'entendez. Très bien. Moi, si je vous entends, en principe, tout le monde vous entend très bien. Donc, comme nous l'avons vu, nous avons pu vérifier les conditions de maîtrise de la chaîne du froid à l'étape de transport. Ce que je vous propose ici, c'est de voir dans l'utilisation pratique par les soignants dans les centres de vaccination les points de vigilance à avoir sur la maîtrise de la chaîne du froid dans ces aspects pratiques et réglementaires. Nous avons vu la nécessité, ça a été rappelé au début, de ne pas prendre le risque de perte de vaccins, et donc ça suppose un certain nombre d'éléments de vigilance. Des éléments de vigilance que qu'on est classiquement quand on travaille sur la maîtrise de la chaîne du froid pour les médicaments de 8, et puis d'autres qu'on a vu apparaître. On a parlé notamment de la maîtrise des températures extrêmes de conservation, sur lesquelles je n'insisterai pas dans ma présentation pour me focaliser sur ce qu'on appelle communément le de 8. Alors, au commencement de l'histoire, pour la maîtrise de la chaîne du froid, on s'attache d'abord à vérifier la maîtrise de l'enceinte réfrigérée. Pour rappel, celle-ci doit être dédiée aux médicaments, donc pas contenir de produits alimentaires, pas contenir de prélèvements biologiques, et Dieu sait que les prélèvements biologiques, on en parle beaucoup aussi associés à la vaccination. Il faudra s'attacher à vérifier aussi que cette enceinte réfrigérée soit adaptée au volume stocké, c'est-à-dire d'avoir une adéquation entre le volume stocké et la capacité de l'enceinte. S'assurer, on va beaucoup en parler, de la ventilation du froid, donc tout mettre en œuvre pour s'assurer que ce froid soit ventilé au sein de cette enceinte. Pour faciliter la circulation du froid dans l'enceinte réfrigérée, on doit donc notamment disposer de grilles ajourées pour permettre la circulation sur les étagères et au sein de l'enceinte du froid dans l'enceinte. On va également vérifier qu'on dispose d'une alarme en cas d'ouverture de porte, puisque pour ceux qui participent aux campagnes de vaccination, il est vrai, ça a été dit aussi au cours de ces présentations, que lors des campagnes de vaccination, on mobilise énormément l'ouverture et la fermeture de ces enceintes réfrigérées. Et puis, lié à la continuité de cette crise sanitaire, on doit aussi veiller à un dégivrage de l'enceinte réfrigérée avec un dégivrage automatique. Diapositive suivante. Alors, au-delà de cette vigilance sur l'enceinte réfrigérée, on va aussi s'attacher, ça a été mentionné précédemment, à disposer de systèmes de mesure de température avec une sonde notamment, qui va indiquer le minimum et maximum rencontré pendant le fonctionnement pendant le stockage des vaccins, avec un enregistrement de la température la plus critique. Je rappelle ici ce qui est peut-être parfois pour certains professionnels paradoxal, que la température la plus critique, c'est plutôt le froid que le chaud, avec aussi une mesure de la durée d'excursion de température qui va permettre, avec ces deux paramètres de température et de durée, de pouvoir, en cas d'excursion de température, disposer d'informations précises pour savoir quelle conduite à tenir on va mettre en œuvre face à une excursion de température. Cette sonde doit évidemment, par rapport à l'enregistrement qu'elle fait de la température, être réactive, bien placée, j'allais dire, dans l'enceinte, avec évidemment une cartographie associée. Et puis, on va s'attacher pour cette sonde à disposer d'une sensibilité de la mesure qui soit adaptée. Là aussi, on l'a évoqué précédemment, c'est-à-dire plus ou moins 0,5 degrés pour pouvoir évaluer l'impact d'une excursion. C'est un minimum à respecter.
Et là aussi, compte tenu de la persistance de cette crise sanitaire, on va s'attacher à disposer de sondes avec un étalonnage annuel. Cette crise, vous le savez, est maintenant au-delà d'1 an. Donc, on doit s'assurer que l'enregistrement fait par les sondes soit associé à un étalonnage qu'on dit en 1 point à 5 degrés. Diapositive suivante. Donc, au-delà de ces aspects, j'allais dire, matériels, on doit aussi s'attacher, c'est une des difficultés, de disposer dans cette crise sanitaire d'une organisation optimale. On ne peut pas se permettre d'un à peu près. Il y a des flux qui ont été évoqués qui sont extrêmement tendus, qui supposent une organisation, ça a été mentionné, quasi militaire. Et pour cela, on va notamment mettre en œuvre un document qualité qui va notamment spécifier la conduite à tenir en cas d'excursion de température, puisque en cas d'excursion de température, on a peu de temps pour agir. Donc, il faut que la conduite à tenir, elle soit connue des acteurs de la vaccination. Et pour cela, il faut évidemment s'attacher à former les personnels. Je sais qu'ils sont nombreux et de professions variées. Former les personnels à la conduite à tenir en cas d'excursion de température. Et puis, comme le souligne cette image qu'on avait mis en place dans notre CHU, s'attacher à tracer la température et sa conformité pour avoir l'historique de la maîtrise de la chaîne du froid. Diapositive suivante. Alors, au quotidien, quels sont les points de vigilance? Alors, certains qui peuvent paraître un peu qui peuvent prêter à sourire si on ne parlait pas d'un problème de santé publique majeur. Sur l'enceinte réfrigérée, tout d'abord, veillez à ce que cette enceinte ne soit pas disposée à côté d'une source de chaleur. Typiquement, on peut imaginer une enceinte réfrigérée à côté d'un radiateur. On met en place des dispositifs de stockage des vaccins parfois rapidement, donc on ne fait pas toujours attention. Donc, veillez à ce point-là, c'est très important. De la même façon, pas de réfrigérateur à côté, par exemple, d'une baie vitrée ou autre. Il commence à faire chaud, même ici en Normandie. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait pas de source de chaleur à proximité de l'enceinte réfrigérée qui pourrait mettre à mal son fonctionnement. Deuxième point qui là aussi peut paraître un peu anecdotique, mais qui a été évoqué tout à l'heure avec le branchement d'un téléphone. Veillez aussi à mettre en place sur le cordon d'alimentation du réfrigérateur une vignette, une étiquette qui puisse permettre d'éviter un débranchement accidentel. On l'avait rencontré, alors historiquement c'était bien avant le vaccin, avec du personnel d'entretien qui débranchait le réfrigérateur pour pouvoir brancher l'aspirateur pendant qu'il intervenait sur le nettoyage. Évidemment, c'est contre-indiqué. Donc, il faut là aussi s'assurer d'une information de l'ensemble des personnels pour s'assurer de la maîtrise de la chaîne du froid. Pas de surcharge, notamment pas d'emballage vide qui peuvent gêner le flux et la circulation du froid dans l'enceinte réfrigérée. Et puis, on l'a vu sur différentes illustrations, pas de boîtes fermées qui là aussi vont couper la circulation d'air au sein de l'enceinte réfrigérée, alors que l'objectif doit être, au contraire, de faciliter la circulation du froid au sein de l'enceinte réfrigérée. Ceci d'autant que, dans le cas de la vaccination, on l'a dit tout à l'heure, les réfrigérateurs sont soumis à de nombreuses ouvertures de portes et fermetures de portes associées. Donc, au final, c'est assez compliqué à gérer en termes de maîtrise de la chaîne du froid. Diapositive suivante. Pardon, cette illustration, excusez-moi, je reviens juste avant. Cette illustration, elle vous montre les lieux de stockage, là aussi, qui ne sont pas toujours bien connus des professionnels de santé. Alors, premier point que vous noterez, il ne s'agit pas d'un réfrigérateur à médicaments. Malheureusement, on en rencontre encore. Vous voyez que c'est un réfrigérateur alimentaire avec notamment la possibilité d'un stockage dans la porte. Et je vous indique ici par cette illustration qu'un stockage dans une porte, dans une enceinte réfrigérée, n'est pas conforme puisque le produit, le médicament ou le vaccin, plus précisément dans le cadre de la présentation de ce soir, passe à peu près la moitié de son temps en dehors du réfrigérateur dès lors que la porte est ouverte. Donc, ce point de stockage n'est pas possible. Autre point qui n'est pas possible, c'est le stockage dans le bac à légumes pour lequel, dans le cadre, encore une fois, d'un réfrigérateur à médicaments, la température est trop élevée. Et dans le cas inverse, un stockage à proximité ou contre les parois du réfrigérateur va au contraire exposer
le vaccin à une température trop froide. Et on a dit tout à l'heure que ces températures trop froides est très critique pour les médicaments froids, ce qui peut paraître paradoxal. Dernière diapositive. Donc, pour vous dire les points clés à retenir pour maîtriser la chaîne du froid, qui ont été repris dans ces deux documents, le premier qu'on avait travaillé dans la commission dernier kilomètre de l'AFF, et puis celui sur la gauche qui a été retravaillé dans le cadre des travaux de l'AFF sur la sous-commission vaccin anti-Covid-19, a insisté sur la maîtrise du transport. Mes collègues l'ont mentionné. Moi, j'insisterai sur la maîtrise de l'ouverture et de la réouverture, des réouvertures multiples sur le risque pour les vaccins. Et puis, bien aussi, ça a été rappelé tout à l'heure par Gérald, définir une procédure de backup constamment, mais si on a l'impression de maîtriser, vous n'êtes jamais à l'abri d'une coupure électrique ou autre. Donc, bien préciser et avoir en tête la mise en œuvre d'une procédure en mode dégradé en cas de dysfonctionnement ou d'excursion de température. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, docteur. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. J'ai quelques questions. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes parce que, enfin, de les classer en tout cas par catégorie. Donc, il y a des questions un peu générales sur l'impact de la crise sur la technique des maîtrises de la chaîne du froid. Donc, quel changement cette crise va apporter en termes de gestion de la chaîne du froid et est-ce que les investissements colossaux faits dans le cadre de la vaccination d'urgence vont avoir des répercussions à long terme? Alors, Walter Arnaud, qui a dû nous quitter, donc a pris soin de répondre à cette question. Oui, effectivement, il va y avoir un impact. Les technologies ARN se sont développées, donc on comprend qu'elles vont aussi probablement s'appliquer durablement pour d'autres objets. Les congélateurs sont un investissement et toutes les techniques qui ont été mises en place pour la traçabilité à code barre, le RFID, la blockchain, etc., vont évidemment se développer et s'adapter aux futurs besoins dans le domaine de la chaîne du froid des vaccins et des médicaments en général qui évoluent. Ensuite, on a des questions qui sont plus liées donc, à la technique. Une question sur l'impact du transport maritime sur les produits de santé. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a finalement eu, avec les aspects Covid-19, des modifications ou en tout cas des évolutions dans le domaine du transport maritime? Qui veut répondre? Peut-être Jean-Rémy ou Gérald? Sur les délais d'acheminement actuels des vaccins, le gros de la logistique est sur une logistique de délai court. Et qui dit logistique de délai court dit des moyens de transport aérien et des moyens de transport routier principalement, ce qui n'exclut pas les moyens maritimes. Dans la question qui était sur les évolutions technologiques, j'avais vu aussi les évolutions sur le volet des emballages. Il y a un certain nombre d'évolutions à la fois sur les matériaux utilisés, et Abès pourra y répondre également, mais sur l'arrivée de la généralisation, la démocratisation de matériaux comme les panneaux isolés sous vide, panneaux ou boîtes isolées sous vide, parce que ce sont deux technologies complémentaires. Il y a aussi d'autres évolutions en termes de conception des emballages et sans doute, peut-on dire, une professionnalisation de la conception de l'emballage et de sa spécificité. On est plus sur les emballages spécifiques et moins sur les emballages génériques aujourd'hui, et ça, c'est une tendance forte sur le marché. Gérald, si vous permettez. Merci. Je rajoute en fait
puisqu'on a entamé la question qui concerne en fait les innovations concernant les emballages. Alors, il y a 3 points dans l'évolution des emballages ou bien des solutions autonomes en général. En termes d'isolants, donc en plus de la maîtrise des isolants classiques, type polystyrène, polyuréthane, ainsi de suite, donc on a plus de maîtrise, il y a maintenant les panneaux sous vide qui sont généralisés chez les différents fournisseurs. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e génération du VIP, des panneaux sous vide, qui représentent les panneaux encapsulés, c'est-à-dire des panneaux sous vide déjà protégés par un autre matériau. Ensuite, en termes de source du froid, il y a plus de maîtrise des matériaux à changement de phase à température positive, que ce soit organiques, type paraffine ou acide gras, ou bien les inorganiques tels que les sels hydratés, sachant que on peut avoir un matériau qui change de phase globalement ou bien approximativement à 5 par exemple degrés, alors que les performances ne sont pas les mêmes. On peut avoir 3 fois plus, 2 fois plus entre 2 matériaux, alors que en termes de présentation globale, on dit que c'est un PCM 5 degrés. Mais l'énergie stockée peut aller de 1 à 3 fois plus d'un matériau à un autre. Et pareil pour les sels hydratés. Ensuite, en termes de production aussi, ou bien de stockage d'énergie, nous avons aujourd'hui des solutions régulées et autonomes avec le stockage thermochimique, c'est-à-dire à la fois autonome, qui n'a pas besoin d'une source d'énergie extérieure, mais qui est régulé, c'est-à-dire qu'il répond juste aux besoins. Voilà. Merci Abbès. Alors, si on veut juste… Eric, rapidement. Non, attendez, si on veut juste passer d'autres questions pour éviter de… je pense qu'on fera une FAQ et vous pourrez compléter. Donc, j'ai une question. Alors, merci pour la réponse qui répond d'ailleurs à une deuxième question qui avait été posée sur les emballages et sur les innovations dans ce domaine. J'ai une question sur le vocabulaire, mais qui est quand même importante. C'est pourquoi les entreprises délivrent-elles des rapports de caractérisation d'enceinte au lieu de qualification? Alors, je pense que là, on va faire le croisement entre le vocabulaire qui est propre au domaine de la qualification dans le domaine pharmaceutique et puis les questions des organismes accrédités par le COFRAC pour faire des essais pour lesquels on parle de qualification. Si je ne me trompe, peut-être que donc Ibrahim peut répondre. En fait, tout simplement, pourquoi on parle de caractérisation et vérification, c'est que dans le fascicule documentaire de la 1540, clairement dans le titre, il est parlé de mesures de température et enceinte climatique et thermostatique, et il a employé le terme de caractérisation et vérification. Et dans le milieu pharmaceutique, on parle plutôt de qualification d'équipement, et donc du coup, auquel on va utiliser ces termes-là. Après, il y a une clarification à faire effectivement. On est dans la même chose que quand on est sur de l'étalonnage et de la vérification. Il y a une mesure et à la fin, il y a une décision. L'étalonnage et la caractérisation, la caractérisation est à l'enceinte parce que l'étalonnage est à la sonde de température et la vérification et la décision, ou la qualification sont la décision qui en découle pour savoir si on peut utiliser ou pas utiliser. Donc, ce sont deux choses qui sont distinctes et complémentaires, et il y en a une qui est nécessaire à l'autre. Alors, j'ai une question qui Eric, je rajoute juste une phrase, si tu permets. La caractérisation est une partie de la qualif. Donc, la qualification englobe la caractérisation. Voilà, en gros, c'est ça. Très bien. Alors, j'ai une question qui est, à mon avis, importante puisqu'elle a été traitée dans le cadre de la commission et je pense que la personne la mieux placée pour y répondre, c'est Fabien. Bonsoir, y a-t-il une possibilité du stockage pour les flacons non utilisés et ainsi les réutiliser pour les prochaines heures? Autrement dit, est-ce que la chaîne du froid est réversible? Donc, Fabien. Il faut voir ce qu'on entend par réversible. Donc,
il est bien dit que lorsqu'on se retrouve avec un vaccin qui doit être stocké congelé, une fois qu'il est décongelé, il ne peut plus être recongelé. Donc là, il n'est plus possible de revenir en arrière. On doit réaliser des opérations en 2. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ah non, il reste une question importante. Je pense que cette question, elle vient d'un utilisateur final, je pense, de moyens de transport ou de moyens en général, et qui dit, vous avez parlé de certification tierce partie, qui peut demander la certification d'un matériel? Donc, j'essaie de comprendre et d'illustrer la question. Globalement, je suis utilisateur d'un camion. Est-ce que je demande la certification pour mon entreprise? Est-ce que c'est le transporteur qui doit être certifié ou est-ce que c'est le fabricant du camion qui doit être certifié? Je la fais court. Une question peut-être pour je peux apporter un complément de réponse, c'est que ouais. La certification est peut-être demandée par l'utilisateur final parce que ce qui est proposé par le fabricant ou le transporteur ne sont pas à l'attente de l'utilisateur, il peut faire la demande directement, ou bien le constructeur et le fabricant fait la demande de la certification pour proposer à ses clients une solution finie, certifiée et qualifiée. Et donc, du coup, il peut demander la certification, ou bien le transporteur demande une certification pour avoir également ces qualifications par le biais de cette certification-là. Donc, il y a différents niveaux de qualification et demande de certification. Merci beaucoup. Alors, nous sommes un petit peu, nous avons dépassé les délais, hein, puisqu'il est 18h36. Je vous remercie infiniment. Je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, nous avions beaucoup de professionnels de la santé qui participaient à ce webinaire. On avait aussi 9 pays représentés. Sachez aussi que si vous êtes intéressé par nos travaux, vous pouvez rejoindre notre commission. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'AFF sur cette thématique hautement stratégique en ce moment. Je vous remercie infiniment et puis je vais procéder à la fermeture de la visioconférence. À bientôt.